À tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va débriefer la défaite au stade Pierre-Mauroy ou à la Décathlon Arena, je sais pas, Raph nous dira exactement le nom du stade, en tout cas dans ce beau stade lillois, défaite sur le score de 3-1, on l'a vu et vous le voyez dans le titre, une équipe prise à son propre jeu. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de faire ce que finalement on a subi hier, les transitions offensives, les contre-attaques, on y reviendra. Et ce soir, une très belle équipe pour débriefer ce match. Un revenant, ça fait un bout de temps qu'on essaie de se caler. Et il est là ce soir, Adrien. Comment ça va? Très bien, et toi, ça va nickel. Bah, écoute, ça va toujours un plaisir de te recevoir. N'hésitez pas à me dire, hein, aussi bien vous les gars que dans le chat si jamais il y a des problèmes de son. Vous avez vu, je vois dans le chat que ça me charrie parce que j'étais un peu, effectivement, j'étais un peu rouillé parce que j'avais laissé l'écran pendant qu'on discutait en préambule sans le son. Du coup, vous avez cru qu'il y avait un problème de son, mais non. Du coup, on est parti pour compléter le trio Serrois en avec Yukone ce soir. Comment vas-tu? Ben, ça va comme un lendemain de défaite. Et oui, lendemain de défaite, on va y revenir dans cette fin de saison qui promet d'être assez tranquille pour nous. Au contraire du LOS qui a encore beaucoup de choses à jouer dans sa qualif à l'Europe. Est-ce que ce sera la Ligue des Champions, l'Europa League ou rien du tout? Raph est là pour nous en parler ce soir. Comment ça va? Très bien, sauf si c'est rien du tout. Bah non, évidemment, on vous le souhaite pas. Juste au passage, Raph qui est rédacteur, enfin gérant globalement du média Le Petit Lillois sur Twitter, ainsi que un site internet qui relaie l'information du LOSC, de son équipe première, mais aussi de ses équipes féminines, ses équipes jeunes, etc. Donc n'hésitez pas pour le travail fourni, allez lui donner de la force. Raph, Merci justement, beaucoup. tu vas pouvoir nous parler un petit peu du LOSC version 24-25. Une saison avec des bons résultats sur les trois plans, à savoir la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe de France. Je me rappelle quand notre intervenant lillois au match aller, Guillaume, était venu. C'était dans une semaine décisive. Il me semble que vous jouiez la semaine en Coupe de France pour une possible qualif en quart, il me semble, ou en huitième à ce moment-là. Et je me rappelle qu'on disait que dans tous les cas, la saison serait très difficile puisque vous jouiez encore sur les trois tableaux avec un effectif, comme on l'a dit, tous les quatre en préambule, avec des blessures. Finalement, là, au 21 avril, il reste 4 journées de championnat. Quel est le bilan global de la saison? Brièvement, il y a quand même eu une super campagne de Ligue des Champions et en même temps, vous n'avez pas décroché en championnat pour aller chercher une qualif encore en Ligue des Champions cette saison. Tout à fait. Alors, quand on parle d'une saison, moi j'ai l'impression d'en avoir vécu trois ou quatre. Parce qu'il faut quand même qu'on se rappelle qu'en juillet, Lille était déjà au charbon, avec des matchs de barrage contre le Fenerbahçe et Prague, avec de sacrées ambiances. C'était quand même des déplacements assez fous. La saison, elle est globalement très très réussie. Euh, Elle pourrait devenir excellente en fonction des quatre derniers matchs, mais tous les Lillois ont vécu une épopée exceptionnelle en Ligue des Champions qui a été aidée aussi par un nouveau format qui était quand même très excitant. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu de loin, mais nous, quand on était dedans, on découvrait autre chose, de nouvelles émotions. C'était encore différent de ce qu'on avait vécu en 2022. Et tous ces voyages, tous ces périples, c'était des émotions, un peu des montagnes russes. À côté de ça, il y a la Coupe de France. On était aussi engagé jusqu'en huitième de finale. On a été éliminé par Dunkerque, le voisin, avec un match assez dingue. Je pense que beaucoup de monde s'en souviendra parce que vraiment, il y avait une dizaine d'occasions nettes et finalement, tu te prends un but sur leur seul tir et les tirs au but, c'est aussi assez gaguesque. Mais bon, c'est le genre de match qui te marque à vie. Et, et puis à l'époque, au match aller, tu avais dit qu'on parlait de la Coupe de France, on avait éliminé Marseille juste après. Donc ça aussi, Ouais. c'était quand même un match assez fort. Et en Ligue 1, finalement, ce qui est beau, c'est qu'on arrive à maintenir la cadence. On a été performant en Ligue des Champions, on a plutôt été performant en Coupe de France, on se fait éliminer sur un coup du sort. On voit que Dunkerque n'était pas non plus loin de faire l'exploit contre Paris, donc Ouais. finalement c'était l'équipe qui était un peu bénie par les dieux sur cette compétition. Et puis là, on est toujours à la lutte pour la Ligue des Champions. Maintenant qu'on est là, je pense que si on s'arrête à la sixième ou cinquième place, il y aura quand même des déçus, que ce soit chez les supporters, chez les joueurs, chez le staff, à la direction. Tout le monde, je pense, sera déçu. Donc tout le monde, là, pour l'instant, est un peu uni vers la Ligue des Champions. Tout le monde se bat pour ça. Et puis, on verra ensuite. Par contre, si on prend du recul, qu'on respire et qu'on se dit qu'à la fin de la saison, on est cinquième, par exemple, en Europa League, et ben, sur le plan économique et sur le plan
objectif de base, c'était d'être en Europe. Donc la saison serait réussie. Ok. Ouais, donc là, la saison, finalement, j'ai envie de te dire, les objectifs sont en phase d'être remplis, puisque en Ligue des Champions, j'imagine que passer la phase de barrage, c'était inespéré pour le LOSC, d'autant plus avec ces résultats-là. Tu me le dis si je me trompe. Et puis Tout à fait. en Ligue 1, une qualification européenne, pour l'instant, vous êtes carrément dans les clous. Vous avez même réussi à faire un petit gap avec la cinquième place, 2 points, ben, dans cette Ligue 1 tant resserrée. Et puis surtout, vous êtes 2 points avec le cinquième, mais surtout 2 points avec le deuxième, au-dessus de vous, l'OM. Donc finalement, vous êtes parfaitement placé là. On a vu Strasbourg qui a commencé la journée quatrième, qui là est septième. Ça va tellement vite dans cette Ligue 1. Honnêtement, c'est nous de l'extérieur, en tout cas. Enfin, moi personnellement, je prends vraiment un grand plaisir tous les week-ends à regarder la Ligue 1. Au-delà du PSG, bien sûr, qui est déjà champion depuis 3-4 journées. C'est pas un mystère, mais voilà, de la deuxième à la septième place, ça va être très très serré. Et il va en rester une équipe sur le carreau, le septième qui aura a priori pas de qualif en Coupe d'Europe. Donc Probablement la Conférence League quand même. peut-être ouais, le barrage de Conference Ouais, League si Paris remporte la Ligue c'est des ça. Champions. Tout à fait. La Ligue des Champions, la Coupe de France, pardon. Donc voilà, ok. Bah écoute, en tout cas, on vous souhaite la qualif en Ligue des Champions, sachant que la quatrième place, c'est encore passage par les barrages à partir de juillet, ça Euh, repart sur une on saison. repartirait sur une saison marathon. Ouais. Mais ce Voilà. que je trouve marrant dans ce que tu as dit, c'est que tu as quand même associé le mot gap à un écart de 2 points, ce qui est Ouais, exceptionnel. C'est assez fou. Mais oui, non, oui. c'est vrai que cette saison est dingue parce qu'en fait, je trouve qu'il y a d'énormes enjeux pour le maintien avec quand même pas mal d'équipes qui se Ouais. battent. Il y a eu des belles surprises avec rien qu'Auxerre. Moi, il y a pas mal de matchs d'Auxerre où j'ai pris mon pied quand même. Je pense au 2-3-0 contre Marseille où c'était assez exceptionnel, assez fou. Et puis là, l'Europe où tu as quand même des équipes qui, je trouve, déçoivent un peu. Je pense notamment à Marseille qui, normalement, avec une saison sans Europe, devrait être plus haut. Et des équipes comme Monaco, Lille, qui arrivent à maintenir le cap et à répondre à la concurrence alors qu'ils ont fait quand même une saison avec énormément de matchs, quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, non, je suis d'accord. Honnêtement, c'est une saison de Ligue 1 qui est partagée, qui est aux deux extrêmes du championnat, qui est très partagée. Donc c'est vraiment plaisir pour nous qui sommes vraiment au milieu, sans rien à jouer, où finalement, aujourd'hui, on est maintenu mathématiquement non, mais dans les faits, on l'est. Et finalement, on peut pas aller toucher au-dessus, donc on a plus rien à jouer. Donc c'est vrai que nous, avec du recul, c'est plus sympa, en tout cas, c'est plus apaisant tous les week-ends où finalement bah, il y a des blessures, il y a des suspendus. Bon, finalement, ça permet de donner des minutes aux plus jeunes, de donner des minutes aux joueurs qui ont moins joué cette saison. Donc ça, c'est cool. Juste pour finir sur la petite mise en contexte, Raph, si tu peux nous parler brièvement de la compo. On le sait, il y a des absents de très longue date, de très longue durée au LOSC cette saison. Est-ce qu'il y a des retours de blessures là ou des retours de suspension sur le 11 d'hier? Alors, on le disait juste avant l'émission, ce qui est assez fou avec Lille, c'est qu'elle joue depuis 5 mois sans tout son côté droit titulaire. Eden Zegrova et Thiago Santos, c'est comme si Paris jouait sans Hakimi et Ousmane Dembélé, par exemple. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. Ouais. On ne voit pas tant que ça au classement, mais je pense que s'il y avait l'équipe complète, on serait peut-être déjà deuxième et ce serait plus simple. Mais voilà, ce qui rend aussi un peu les compositions assez intrigantes, parce qu'on a toujours du mal à se projeter, on attend toujours des petits, j'ai pas envie de dire dinguerie, mais on a quand même été à l'Atlético Ouais. Madrid avec Mohamed Bayo en pointe, ce qui est quand même une dinguerie. Donc on est habitué aux surprises, et là contre vous justement, il y a encore eu une petite surprise. Beaucoup l'attendaient, mais il y a eu le duo David-Akpom qui était espéré par beaucoup, attendu par beaucoup, et le rendu est plutôt très intéressant. Il y a Mathias Hernandez Pardo qui recommence à revenir au haut niveau, et il y a toujours ce petit Ocon Haraldsson qui est capable du meilleur comme du pire dans un match, mais qui a un côté très rafraîchissant, je trouve. Donc ce qui est bien en fait finalement malgré les blessures, c'est qu'il y a toujours des joueurs qui arrivent à briller pendant que d'autres sont soit morts parce que blessés, soit morts parce que fatigués. Et donc il y a une sorte d'équilibre dans l'effectif où les joueurs arrivent plus ou moins bien à combler les manques. Je pense par exemple au Papi Ismaili qui a 35 ans, qui est dans sa peut-être dernière saison de sa carrière et qui remplace un Gudmundsson qui est complètement cramé parce qu'il a enchaîné des matchs pendant 6 mois. Et Ismaili, d'ailleurs, on y reviendra, mais qui a fait Tout à fait. largement son match hier. Saluer quand même le boulot de Bruno Genesio,
que l'on pourrait associer à un coach assez pragmatique, mais qui finalement a toujours des bonnes idées. Et c'est vrai que l'association Akpom-David, on y reviendra, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé et ça a réussi à David, qui a Tout à réussi fait. à être décisif et performant. Et ça, c'est très intéressant. Parlons un petit peu de la JA maintenant. J'en profite pour vous souhaiter la bienvenue à tous dans le chat. Installez-vous confortablement. Vous le savez, on part toujours pour trois quarts d'heure, une heure d'émission. On dépasse toutes les semaines. Parlons un petit peu de la JA et de la compo. Adrien, si tu veux nous parler un petit peu de cette compo, avec entre les absents, les suspendus et puis les choix du coach, il y a de quoi en parler de cette compo. On est bien d'accord là-dessus. La compo, il compose avec ce qu'il a déjà, Pélissier, Ouais, c'est-à-dire des blessés notables, Traoré, Oussou, Danois, Akpa qui a joué sur une jambe visiblement. On sait pas comment, mais voilà. J'aurais presque attendu qu'il lance carrément un jeune à la place d'Akpa, personnellement. Après voilà, Akpa a tenu le coup jusqu'à la 60e, je crois, jusqu'à ce qu'on passe à 4 derrière. ouais. Sinon, la ligne d'attaque, Ber, Sinayoko, Perrin, on sent le manque de Traoré, c'est compliqué, hein, honnêtement. Sinayoko, il marque pas, mais on va dire il est presque décisif. Et sans ça, c'est comme à chaque match, c'est très très compliqué pour lui. Il arrive à être percutant, mais à chaque fois il a des choix. Enfin voilà, je pense qu'on y reviendra plus tard. Et pour la compo de base, je suis pas étonné, même si j'aurais attendu peut-être qu'il lance un jeune, parce que le mitard Djoussé, très compliqué Djoussé là, sa fin de saison. Il joue très peu de matchs et c'est de moins en moins bon, j'ai l'impression. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Autant sur les deux premiers matchs où il avait fait l'intérim, avec les blessures à répétition de Danois, Owusu également, je l'avais trouvé plutôt pas mal. Mais là, c'est vrai qu'il a de plus en plus de difficultés. On y reviendra. Et surtout quand on a vu les entrées, enfin moi j'ai vu les entrées assez rafraîchissantes des deux jeunes derrière qui attendent, notamment Yohan Cissé, que j'ai trouvé très bon sur les 5-6 minutes qu'il a joué. On y reviendra. L'Iconé, le choix devant, Baer a été priorisé là où Onaiwu avait été mis les trois quatre derniers matchs. Vous me dites si je me trompe, hein, messieurs, mais il me semble que c'était ça sur les 3 derniers matchs peut-être. Onaiwu avait été préféré à Théo Baer. Bon, quel est ton ressenti sur le choix avant le match? On reviendra après sur le match de Baer, mais avant le match, est-ce que pour toi c'est un bon choix? Ben moi, avant le match, j'étais content de voir Ber parce que Ber, vous le savez, mais pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, Ber, c'est mon chouchou. Et j'étais content et c'est vrai qu'Onaïou, ces 3 derniers matchs, c'était plutôt compliqué, mais je l'ai pas beaucoup vu. Pourtant, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais j'attends quand même beaucoup plus de lui. Et Théo Ber, on reviendra sur son match, même si j'étais content de le voir titulaire, je suis quand même déçu. Et j'aurais peut-être pu penser que Pellissier passe à 4 plus tôt dans le match. On en reparlera sûrement après, mais j'ai trouvé que quand Akpa il est sorti, qu'on a joué à 4 derrière, je trouve que dans l'animation, on était quand même vachement plus intéressant. Et voilà, je trouve que pour moi, il a fait ça un petit peu trop tard. Mais sinon, non, sur la compo, comme on a dit, il fait avec les blessés, les suspendus, donc il fait avec ce qu'il a. Donc j'étais plutôt satisfait, moi, de la compo avant le match. Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous que souvent, ce passage à 4 il est quand même bénéfique pour nous dans le rythme, dans l'allant offensif, dans l'animation aussi devant, où finalement, c'est pas des joueurs avec des qualités intrinsèques exceptionnelles, mais qui arrivent ensemble à aller de l'avant. Et généralement, ça amène quand même quelques occasions. Mais justement, la rubrique et la fin de saison, point d'interrogation, et pour ça, on y reviendra sur les multiples blessures, sur les multiples absences et qu'est-ce qu'on va faire de la fin de saison avec pourquoi pas lancer des jeunes sur les 4 dernières journées. Parlons un petit peu des performances collectives. On va parler de Lille d'abord comme la tradition le veut finalement. Qu'est-ce que tu as pensé de ton LOSC d'hier, Raph? Bah, on a un peu introduit la chose avec le duo David Akpom. Moi, ce que j'adore, c'est que j'ai retrouvé le David qui avait tout cassé lors de sa première saison avec Burak Yılmaz. C'est la saison du titre qui a marqué pas mal de monde, je pense. Enfin, j'espère. Et en fait, c'était son vrai poste, c'est plus ou moins son vrai poste. C'est là où il joue avec le Canada, souvent, avec un certain Théo Baird, d'ailleurs. Euh, il jouait aussi là-bas, à ce poste-là en Belgique, avant de venir à Lille. Et franchement, ça fait plaisir de le voir plus libre qu'à l'accoutumée. Surtout face à une défense à 5 où on pouvait craindre le fait qu'il soit un peu trop esselé, trop seul. Et finalement, ça lui a offert beaucoup d'espace, beaucoup de liberté. On le voit même parvenir à résister à Joubal sur l'ouverture du score. C'est quand même un beau bébé, Joubal. Donc c'est intéressant de le voir capable de protéger le ballon comme ça. Et puis il a offert pas mal
aussi d'appels et contre-appels. Il a offert des belles situations à Ocon, qui a pas mal manqué quand même. Et moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé un jeu séduisant de Lille, offensivement parlant, parce que je peux vous assurer que depuis le retour de la trêve internationale, on se fait un peu chier. Lens, c'était un peu compliqué avec une victoire 1-0 où la deuxième période est abominable. À Toulouse, on gagne sur deux frappes cadrées, on marque 2 buts sur nos 3 frappes cadrées. C'est exceptionnel. Et Lyon, on marque un but et on joue 1 minute et après on s'arrête. Donc là, franchement, ça fait du bien de voir qu'on a réussi à retrouver un allant offensif. Et au détriment d'Auxerre, malheureusement, une équipe qu'on apprécie malgré tout. Mais franchement, c'est prometteur et ça donne envie de revoir ça. On a envie de revoir cette petite association Akpom-David. Et puis, on a surtout envie de pouvoir reprofiter d'un joueur comme David pendant 4 matchs encore. S'il peut briller comme ça, on se doute qu'il va partir. Et ça restera quand même une grande figure du LOSC après 5 belles années. Ouais, évidemment. Moi, ce que quand même je me suis noté, c'est la qualité technique, notamment dans les petits espaces. Bien sûr, on connaît Mathias Fernandez-Pardo, on connaît Haraldsson, etc. David dans un rôle un peu plus libre, comme tu l'as dit, qui a été autant cas sur le premier but, notamment à la passe. Moi, j'ai vraiment adoré ce jeu dans les petits espaces côté LOSC où finalement il y avait beaucoup de liberté pour chaque joueur, parce que même Haraldsson, on l'a beaucoup retrouvé aussi dans le cœur du jeu. On sait que c'est plutôt un 10 de formation. Tu me dis si je me trompe, Raph, mais je crois C'est ça. qu'Haraldsson, c'est plutôt un 10 de formation. Fernandez Pardo aussi, qui a quand même des qualités techniques au-delà de ses qualités physiques de percussion sur les côtés. Vraiment, il a des qualités techniques avec le ballon. D'ailleurs, on le voit c'est sur le deuxième but où la passe, voilà, elle est magnifique. Et même s'il a fait de la pointe de pied, on pourrait croire que c'est un geste amateur, entre guillemets, mais c'est vraiment un geste technique, cette passe du bout du pied, enfin de la pointe du pied. Donc moi j'ai beaucoup aimé ces combinaisons dans les petits espaces et je pense que ça a été, tu vas nous le dire, mais je pense que ça a quand même été mis en valeur par ce duo Akpom David. Je sais pas si c'était autant employé sur les matchs précédents avec seulement une pointe. Bah, justement, c'est le problème du moment où David se retrouve un peu trop seul. Il est quand même fatigué, c'est un mec qui enchaîne énormément. Et tout seul, il n'arrivait plus à faire la différence, même avec ses décrochages, même avec ses courses assez variées. Et techniquement, ça lui arrivait même de perdre des ballons très importants. Par exemple, à Toulouse, la semaine dernière, le deuxième poteau, il arrive sur une de ses pertes de balles proche de la surface, alors que c'est quand même quelqu'un de très doué techniquement. Et donc là, il s'est retrouvé pas dans le cœur du jeu, mais presque avec Ocon, qui est un joueur qui aime ça aussi. Et, et à deux, ils ont pu combiner, ils ont pu échanger. Et je pense aussi que la grande variété de mouvements, ça a beaucoup gêné la défense à 5, assez, pas stable, mais j'ai l'impression que vous étiez dans des positions fixes. Et j'ai l'impression que les mouvements vous ont beaucoup perturbé. Et c'est quand même une variété qu'on avait perdue. Et là, ça fait du bien de revoir ça. Il y a beaucoup de mouvements, c'est ce qu'on avait à l'époque avec Zegrova, un joueur qui aimait aussi beaucoup varier entre la frappe, le dribble, le numéro de soliste. Et là, c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses différentes parce qu'il y a des phases de transition, il y a des phases d'attaque placée, il y a eu pas mal de choses différentes et c'était plaisant. Ouais, et puis je pense que c'est quand même une sécurité pour ces quatre gars-là de savoir que derrière, même si tu perds le ballon, tu as quand même André Gomez, Benjamin André à la récup. Benjamin André, encore une fois, qui a fait un match, enfin, moi, que je trouve toujours remarquable à chaque fois que je regarde les matchs du LOSC. On y reviendra dans les performances individuelles, mais voilà. Et même défensivement, solide, finalement, vous avez été assez peu inquiété, mais sur les quelques situations où on a déclenché une sorte, je dis bien de pressing ou voilà, de réaction à la perte assez haute, euh, j'ai trouvé Alexandro Diakité avec le ballon à l'aise. Et si justement je voulais te demander, Raph, parce que j'en parle pour la GIA, mais c'est surtout vous qui l'avez fait, est-ce que ce système à 2 pointes facilite aussi le déclenchement d'un pressing? Moi j'ai quand même beaucoup aimé la réaction à la perte. Où, alors certes, c'était sur certaines situations un peu un siège où finalement même vos 6-8 étaient quand même très très haut sur le terrain pour orienter un peu à la manière du hand. Mais est-ce que c'est typique de Bruno Genesio cette saison, cette réaction à la perte, pressing déclenché très vite à la perte de balle, etc. Toujours, ouais, toujours. Peu importe le dispositif, on a commencé la saison avec 5 défenseurs, c'était pareil.
On a fait du 4-3-3 pendant pas mal de temps, c'était pareil. Et là, en 4-2-3-1, c'est la même chose. Dès la perte de balle, le but, c'est de la récupérer le plus vite possible pour avoir le moins de mètres à parcourir pour arriver devant le but adverse. Ça arrive, des fois, ça marche pas du tout. Et des fois, ça marche très bien. Je pense notamment à un match à Marseille en décembre dernier où en fait, on était dans leur camp totalement. Et là, c'est un peu ce qu'on a voulu faire, je trouve, surtout pendant les 15 premières minutes, avant qu'Auxerre arrive, je pense à la frappe de Massengo, mais là, dans cette période-là, vous êtes un peu plus entreprenant. Et tu parlais beaucoup de technique, et je trouve que Lille a cette force de pouvoir récupérer les ballons et après de sortir rapidement du contre-pressing adverse, où quand même vous étiez présent. Il y a eu plusieurs petits gros duels où il y avait quand même 3-4 joueurs qui n'hésitaient pas à se rentrer dedans. Et on a cette capacité à ressortir le ballon. C'est quelque chose d'assez plaisant, moi je trouve, en tant que fan de foot, de voir des sorties propres comme ça. Et c'est vrai que ce pressing constant, c'est quelque chose qui plaît à Bruno Genesio, mais qui peut aussi expliquer les trous d'air physiques. Parce que quand tu fais ça toute une saison, c'est compliqué et ça demande aussi une extrême concentration. Et quand on voit les erreurs de relance d'un certain Alexandro, qui, à mon avis, pensait que le match était terminé, ça fait peur parfois quand même. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si la passe à laquelle tu penses, c'est celle de vers Chevalier où finalement Chevalier il finit par la sauver. Même il a eu quelques erreurs techniques. Niveau côté plutôt AGIA, Adrien. Finalement, on a vu un schéma assez habituel. Finalement, on a vu ce qu'on fait depuis octobre-novembre maintenant. Ah, complètement. C'est vraiment notre jeu qu'on perfectionne de plus en plus. Ce qui est bien, c'est qu'on a des joueurs, on va dire, pas non plus exceptionnels, qui n'ont pas une qualité technique de fou, mais c'est bien suivi par le collectif. Mais je trouve par contre qu'on a, comment dire, notre jeu qui a tendance à se bonifier au fur et à mesure de la saison. J'ai l'impression que c'est de mieux en mieux. On a par exemple, je trouve, Joubal qui joue de plus en plus haut. Quand on passe à 4, on a l'impression qu'il s'intercale dans le milieu de terrain, avec Doucet qui recule, etc. Ils sont plus à l'aise dans ce système de jeu, qui est différent de la Ligue 2, même si les principes étaient les mêmes en soi. Je reprends Furlan avec les principes de jeu, mais bref. Voilà ce que j'avais à dire, je pense. Ouais, non, Mais non. ouais, ça s'améliore, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi que après j'ai envie de te dire enfin, c'est physique. Plus tu travailles le truc et mieux tu vas le comprendre, l'appréhender. Mais c'est vrai que vu les progrès là qu'on a vus sur la saison de octobre du match de Sainté à aujourd'hui, j'espère en tout cas que la volonté du staff c'est de reconduire ce système pour la saison prochaine avec le maximum de joueurs qui sont là cette saison. Parce que et t'as raison, c'est de plus en plus huilé. Malgré tout. On a joué assez peu avec une équipe vraiment type. On a quand même eu souvent des blessés ou des suspendus. Et donc pour les automatismes, c'est pas simple. Mais tout le monde est concerné, je pense aujourd'hui, tout le monde a compris le schéma, tout le monde a compris à peu près les consignes. Alors après, est-ce que tu as forcément les joueurs pour ce que tu veux faire? C'est pas toujours le cas. Nous, on l'a vu avec Onaiwu qui a souvent été mis à gauche cette saison, alors que il a pas du tout, enfin selon moi, il a pas du tout les qualités pour jouer sur le Ah, côté. on sait qu'il sera Euh, plus là la saison prochaine, hein, honnêtement. Bah, on Il l'espère. s'in- Bah, il s'intercale pas bien dans le jeu, on le voit bien. Ouais, je suis d'accord. C'est pas un système qui lui correspond. Il a pas suffisamment de ballons devant le but. On l'avait vu la saison dernière. Il marque beaucoup de buts quand il y a beaucoup de ballons dans la surface. Finalement, il se place en Ouais. renard, etc. Mais où là, il a plus de difficultés cette saison. En plus, il est utilisé sur le côté gauche. Pour moi, je trouve que c'est une grosse erreur. Ou en tout cas, pas du tout le mettre dans le fauteuil dans lequel au moins il pourrait essayer d'être performant. En plus de ça, on l'a vu quand même très frustré. Moi, je me rappelle, c'était le match de Montpellier, il me semble où il rentre pas alors qu'il s'échauffe toute la deuxième mi-temps et clairement il boude. Il boude Ouais. là où les remplaçants s'échauffent, il va même pas sur le banc à la fin du match, enfin sur les 5 6 dernières minutes quand il apprend qu'il rentre pas. Donc voilà, en tout cas j'espère pour lui qu'il pourra rebondir. Mais oui, quand même un système de mieux en mieux huilé, on sent qu'il est travaillé avec rigueur par le staff et que les joueurs adhèrent. Je sais pas si c'est ton sentiment aussi, Liconé, sur ce système-là. Et voilà. Sur le match d'hier, en plus de ça, qu'est-ce qui toi t'a plu? Bah ouais, c'est vrai que après hier, je trouve que défensivement, on a été. Alors peut-être que ça a joué aussi que Akpa soit incertain, mais qu'il soit quand même titulaire, ça l'a peut-être pas aidé non plus. Moi, ce qui m'embête plus sur ce match-là, c'est l'animation offensive.
Pour moi, sur le match hier, on ne propose pas grand-chose. J'attendais beaucoup d'un Perrin parce que Perrin fait une saison exceptionnelle en termes de stats. Il est régulièrement décisif. Je crois que c'est l'un des joueurs les plus décisifs. Et là, en fait, ça fait quelques matchs. Tu sens c'est un peu compliqué. Même quand il n'a pas le ballon, tu vois qu'il essaye de redescendre. Des fois, je trouve qu'il redescend vachement bas. Il touche pas trop de ballon. Et je trouve que devant, ça combine mal. Que ce soit Sina, Ber, Perrin ou Aye. Je trouve que ça va mieux avec Aye. Parce que je pense qu'ils ont plus d'automatisme. Mais même avec Aonaïvu, devant, ça combine mal. Tu sens, c'est pas fluide. Souvent, moi, sur ce match-là, j'ai vu Théobert qui tentait de faire des appels par moment, pas servi, qui levait un peu les bras. C'est vrai qu'il faut qu'on arrive à régler ça, mais sinon, après, on fait quand même plutôt un bon match, ce qui nous. On se tue tout seul parce que sur les buts qu'on prend, on fait des erreurs défensives, mais grossières, quoi. Et c'est ça qui est rageant. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et justement, pour le problème offensif, je te pose la question, mais est-ce que finalement, c'est pas l'absence de Danois qui est hyper préjudiciable? Parce que le ballon a vraiment du mal à transiter, je trouve, entre la défense, une fois qu'on a récupéré le ballon sur les phases défensives, et l'attaque. On n'a aucun milieu aujourd'hui, enfin, sur un match comme hier, capable de faire le relais, en fait, capable Anoa Masengo. Concrètement, il a plus ou pas, en tout cas, il n'arrive pas à montrer les qualités qu'il avait montré il y a 2 ans, où lui, vraiment, pour le coup, adoptait le style Kevin Danois. Je sais pas vraiment si on pourrait qualifier ça de box-box, mais voilà, box-to-box, il récupère assez bas et finalement, il remonte le ballon, que ce soit par une passe qui va casser les lignes ou par la conduite de balle. Là, je trouve que vraiment, cette saison, il est en difficulté sur ce plan-là. Et voilà, on connaît la qualité technique d'Hassan Dioufé qui loupe quand même régulièrement des passes, qui donne des ballons assez cata, etc. Moi, je sais pas, enfin, mon idée pour répondre à ce problème-là, mais je pense que vraiment, il nous manque ce profil milieu de terrain qui va apporter du danger, qui va permettre de transmettre le ballon dans des bonnes conditions aux offensifs. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Moi, je Adrien, suis Mikoné. complètement d'accord, hein, honnêtement. C'est pour ça que je serais d'avis pour les prochains matchs, si on a toujours les mêmes. Si Danois est forfait jusqu'à fin de saison, tout comme Owusu, pourquoi pas titulariser Matondo ou Cissé? Moi, ça me choquerait pas, honnêtement. On n'a plus rien à jouer. Autant les faire jouer. Ça leur permet de prendre de l'expérience, de la valeur surtout. On est là pour lancer des jeunes. Et pour l'instant, c'est assez compliqué. Là, Matondo a joué au moins une demi-heure, je crois. C'est Ouais. très très bien. Donc, j'espère qu'on va continuer là-dessus. Et pourquoi pas Muzungu en défense centrale avec un rackpack incertain, on ne sait pas. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et en plus, pour le coup, Matondo, que j'ai l'impression, moi je le connais pas du tout. C'est vrai que moi je regarde pas les jeunes, j'essaie de me tenir au courant un petit peu de ce qui se passe, mais voilà, j'avais déjà entendu son nom. Mais j'ai l'impression quand même sur le profil, ça se rapproche plus d'un récupérateur. Enfin, j'ai du mal à le voir vraiment se projeter. Je sais pas si vous êtes d'accord. Là où pour le coup, Johan Cissé, j'ai vraiment eu l'impression d'une qualité technique intéressante, etc. Où lui, pour le coup, a vraiment la volonté de se projeter. Et je sais plus sur le but. D'ailleurs, c'est lui qui récupère assez haut le ballon au milieu de terrain, qui transmet à Onaiwu, qui donne pour le coup un bon ballon pour Sinayoko. Bon, Alexandro est malheureux sur l'action, mais c'est aussi grâce au très bon travail de Sinayoko. Mais voilà, c'est lui qui a la récup assez haut, etc. Donc moi, je demande à en voir plus de Johan Cissé. Surtout que, comme tu l'as dit, Adrien, ben, j'ai l'impression que Danois et Owusu, ça va être jusqu'à la fin de saison. Et on y reviendra dans la rubrique et la fin de saison. Mais moi, j'ai surtout pas envie, avec cette saison où on n'a plus rien à jouer concrètement, d'aller cramer des joueurs qui, sur des blessures plus longues, etc. On y reviendra. Mais voilà, pour moi, la titularisation de Kevin Danois la semaine dernière contre l'OL, ça a été une erreur dans le Ouais. sens où il revient sur une jambe, il se pète. J'espère par exemple qu'un Hakpa sera pas forfait la semaine prochaine et pour la fin de saison, parce que remettre des joueurs trop courts, pour moi, c'est une grosse bêtise, bien que on ait un effectif très restreint. Très, très restreint. Et ben, parlons un petit peu justement des performances individuelles. Raph, bon, on en a. Est-ce que je peux me permettre une petite question? Vas-y, bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt la JOCR qui a laissé Lille gagner, entre guillemets, ou vous pensez que Lille était vraiment supérieur? Parce que moi, pas eu l'impression de voir le même Auxerre que d'habitude.
Adrien, Liconé, les gars, je vous laisse y aller, je donnerai mon avis après. Personnellement, on fait pas un super match honnêtement, mais on voit quand même que Lille était nettement au-dessus, quoi. On voit que c'est pas la même cour, qu'on joue pas les mêmes choses, mais c'est vrai qu'on réalise pas un super match et Lille aurait pu nous tuer encore plus, je pense. Liconé, si tu veux y aller. Ouais, ben moi je suis partagé parce qu'on a vu qu'on est en plus en général contre les gros on est plutôt bon. On arrive à sortir des grosses perfs et notamment cette double confrontation contre Marseille qu'on va se souvenir pendant un moment. Et moi, alors Lille est au-dessus, hein, y a rien à dire. Ça a un très bel effectif, ça joue très bien au foot. Mais alors peut-être parce que je suis exigeant, mais j'attendais quand même mieux. Euh, su- Surtout, moi, ce qui me choque, ce qui me gêne, c'est les buts qu'on prend. Alors Lille construit bien et tout, mais on fait des erreurs tellement grossières défensivement. C'est-à-dire c'est interdit de laisser Meunier aussi seul. Sur le premier but, Jonathan David sur le deuxième, il est tout seul, il a le temps de boire un café, de mettre une frappe pleine lucarne et nous, je sais pas ce qu'on fait. Voilà, au milieu de terrain, Jussé, c'est compliqué, franchement. Moi, je vous rejoins aussi, les gars, quand vous dites Yoann Cissé dans le profil, j'ai envie de le voir plus. On l'a vu que 5 minutes. Donc après, sur un match, il aura peut-être pas le même rendu. Mais je pense qu'on le sait tous plus ou moins que Jussé, c'est comme Rondaillou, hein, ça va partir en fin de saison. Donc dans cette optique-là, et on n'a plus rien à jouer, le maintien s'est fait à 99%. On est la GIA, c'est notre histoire aussi. Lançons des jeunes. Là, on a des jeunes au milieu de terrain qui ont du potentiel, donc on n'a plus rien à perdre. Donc autant les lancer et voir ce qu'ils peuvent apporter pour la saison prochaine. Ouais, ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Pour te répondre, Raph, moi j'ai deux regrets sur ce match-là. Le premier, c'est comme tu l'as dit, Liconé, c'est les buts qu'on prend. Parce que finalement, quand tu regardes les deux buts qu'on prend en première mi-temps, c'est concrètement des erreurs d'attention, mais c'est des erreurs individuelles de la GIA. C'est-à-dire que collectivement, la GIA n'a pas failli vraiment sur ce match-là. Quand tu regardes, c'est vraiment individuel que les erreurs. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, c'est trop facile d'imputer le but à une seule personne. Mais quand tu regardes, effectivement, il y a des grosses carences au marquage. Et ces buts-là, on arrive à ne pas encaisser de but alors que on est quand même dominé, on lâche le ballon. Il y a quand même des situations de siège où même la défense lilloise, même la charnière centrale lilloise est bien au-delà de la ligne médiane. Et où finalement on arrive à ne pas encaisser. On retrouve cette rigueur défensive des grands soirs qu'on a eu à la Baie des Champs contre Paris, contre Lens, etc. Euh, et le deuxième regret, c'est que les buts qu'on prend, c'est sur le schéma qu'on utilise depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que je pars un peu du principe que normalement, quand tu utilises un schéma, tu es quand même censé pouvoir le contrecarrer. C'est-à-dire que là, nous, clairement, on a un bloc bas intermédiaire, si on veut être un peu gentil, mais c'est quand même concrètement un bloc bas qui explose en contre-attaque avec des ailiers qui rentrent et qui sont très à l'aise techniquement, qui vont aller servir un Snayoko dans la profondeur. Voilà, donc des buts en transition offensive, il n'y a pas de problème, on assume ce statut. Le problème, et Pellissier l'a dit en conférence de presse, c'est qu'hier, on subit ça. Pellissier en a parlé en conférence de presse, et je pense que c'est rageant pour le staff de voir que finalement l'équipe n'a pas assimilé l'ensemble des consignes pour pouvoir répondre positivement à une équipe qui nous prend sur ces situations-là. Il n'y a quand même pas beaucoup de situations où on est haut, et sur le peu de situations où on est haut, on prend quand même deux buts en première mi-temps, et sur des situations où, voilà, encore une fois, il y a des erreurs défensives. Moi, c'est mes deux regrets sur ce match-là. Je pense pas qu'on vous ait donné le match parce que ce serait très réducteur pour le LOSC de dire qu'on vous a donné le match. Parce qu'honnêtement, vous faites largement votre match, vous méritez de gagner. Il n'y a rien à dire, honnêtement, sur ce match-là. Enfin voilà, vous faites vraiment un bon match et rares sont les équipes qui ont techniquement été aussi propres contre nous cette saison. Donc ce serait réducteur pour le LOSC, mais c'est quand même rageant de notre côté parce que sur la grande majorité du match, on a réussi à inculquer la rigueur défensive et sur certaines situations, notamment en transition, on n'a pas réussi à le faire. Enfin moi, ça me pose directement une question. À quoi bon mettre des joueurs sur une jambe pour les recasser
et qui nous coûte 2 buts. Voilà, on en parlera dans la chronique et la fin de saison. Je fais peut-être des liens un peu trop directs, je suis peut-être un peu trop direct, mais voilà, moi c'est vraiment mon questionnement. On y reviendra juste après. Parlons un petit peu des performances individuelles. Raph, j'espère qu'on a répondu à ta question, Très bien, ouais. mais je pense que oui. Merci Adrien, merci D'ailleurs, Anthony, merci les gars. Pellissier était très frustré, comme tu l'as dit en conférence de presse, sur Bah ces ouais. points-là, parce qu'il avait travaillé, il a avoué qu'il avait senti que Genesio avait joué avec deux attaquants, qu'il avait tout prévu et que c'était malheureusement érodé sur les moments un peu fragiles, un peu clés. Bon, c'est des choses qui arrivent, vous avez une équipe qui apprend malgré tout. Oui, oui, bien sûr. Bah oui, on a une équipe qui apprend. Il y a il y a la grande majorité des joueurs qui finissent leur première saison en première division, enfin au niveau Ligue 1. Donc voilà, on a Choubab dans le chat qui nous dit une rigueur défensive en deçà de d'habitude. C'est vrai, on l'a dit, et c'est dommage parce que c'est aussi ce qui fait notre force dans les grands matchs. N'hésitez pas hein, d'ailleurs à participer dans le chat, c'est avec plaisir qu'on parlera avec vous, qu'on vous répondra. Raph, si tu veux nous parler un petit peu des performances individuelles, on a parlé de Jonathan David. On a parlé de certains autres. Qui sont les joueurs qui t'ont plu, toi, hier? Côté lock. Moi, je vais sortir Benjamin André en premier parce que Oui. je trouve que le capitaine lillois, il est incroyable. Enfin, il y en a beaucoup qui pariaient, j'ai même des confrères qui pariaient sur la saison de trop pour Benjamin André qui aurait pu partir au Qatar l'été dernier. Et en fait, il a eu quand même quelques semaines un peu compliquées au tout début. Et là, son année 2025, elle est exceptionnelle. Quand tu parlais de pressing à la perte, c'est lui qui me vient en premier, c'est lui Ouais. qui harcèle toujours les joueurs adverses et il est là contre Auxerre comme contre Dortmund. Quoi. Donc il choisit jamais ses matchs, il est là partout tout le temps. Et même avec l'âge, il a réussi à s'améliorer sur les premières relances. Et je trouve que sur ce point-là, André Gomes l'aide beaucoup, le soutient beaucoup, lui offre des propositions. Et c'est un duo qui commence à retrouver petit à petit sa forme. On sait qu'André Gomes, c'était compliqué parce qu'il est arrivé sans préparation. Donc, c'est bête d'arriver en forme en fin de saison, mais bon, on va le prendre dans un sprint final, c'est important. Et sinon, outre Benjamin André, j'ai bien aimé la réaction de Thomas Meunier qui était un peu en difficulté récemment. Il a même été laissé un peu au repos et remplacé par Mandy lors des derniers matchs pour le faire souffler parce que il ne devait pas autant enchaîner. C'était censé être le numéro 2 et il est devenu numéro 1 par la force des choses. Et je trouve que sa réaction est très bonne parce qu'il ose bien toujours monter, il ose apporter un soutien aux offensifs. Et je l'ai trouvé très propre défensivement aussi, même si le but au Serrois vient un peu de son côté. Il ne me semble pas que ce soit de sa faute. Donc je l'ai trouvé très solide et j'ai envie de aussi mettre un peu en avant des joueurs qu'on voit moins, qu'on mentionne moins. Et je les trouve tous les deux très, très intéressants. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le milieu de terrain, d'ailleurs, qui m'a fait penser, alors, dans une moindre mesure, parce que j'oserais pas comparer notre milieu de terrain titulaire au vôtre, mais quand dans nos meilleurs jours, on avait Owusu, enfin dans leurs meilleurs jours surtout, on avait Owusu et Danois, on avait un Owusu très très présent à la récup comme Benjamin André, pour le coup, beaucoup d'efforts, et Danois beaucoup plus à l'aise avec le ballon, et là, il y a certaines situations où finalement, André récupère et tout de suite cherche du regard André Gomez, on sent vraiment que ils sont à l'aise tous les deux. Et bon, bah après, le milieu portugais avec le ballon, on sait que c'est notamment il nous a permis la petite roulette à un moment à la relance, etc. Voilà, on sait que c'est un joueur techniquement très à l'aise à la passe avec le ballon dans les pieds. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce duo au milieu de terrain. Et quand on regarde l'âge des joueurs, bah finalement André Gomes 31 ans, mais comme tu dis, qui arrive sans rythme aucun, qui a pas joué, etc. En début de saison, et Benjamin André 34 ans, qui aurait pu partir au Qatar. Bah voilà, c'est intéressant et tout ça entouré de petits jeunes. Tu l'as pas nommé, mais Haraldson, comme tu l'as dit en début d'émission, moi vraiment je trouve que c'est vraiment de la fraîcheur et il y a tous les défauts et toutes les qualités de la fraîcheur. C'est-à-dire que sur certaines occasions, opportunités, il va être vraiment très intéressant dans les petits espaces, etc. C'est pas le joueur de percussion, mais par contre, qu'est-ce qu'il a des. Enfin, je veux dire, ses pieds sont magiques, il peut vraiment te sortir une passe magnifique, etc. Par contre, dans cette certaine situation, il va faire une passe vraiment pas terrible, où il va vraiment gâcher une occasion avec un choix, enfin un mauvais choix. Et il a vraiment tous les aspects positifs et négatifs de ce vent de fraîcheur. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il devrait poursuivre avec vous la saison prochaine. Et franchement, enfin, très très beau joueur qui devrait encore progresser. Si moi je voulais quand même mettre
Ah, ça m'a fait peur, c'est parce qu'il y a un abonné. Non, je voulais quand même mettre une petite mention pour Nabil Bentaleb et pour la passe qu'il fait pour Ethan Mbappé sur le but hors jeu. Faut la voir et faut la faire, hein, parce que entre enfin vraiment, faut la voir, mais faut ensuite l'exécuter pour que ça passe fil au-dessus de la défense. Bon, Ethan Mbappé est de très peu hors jeu, mais voilà, Nabil Bentaleb, bon, c'est ce qu'il a vécu cette saison et le fait qu'il puisse revenir à ce niveau-là, jouer en pro, franchement, c'est courageux et très respectueux, honorable. Passons Ce à sera de nouveau un tollé la saison prochaine. et oui, bien sûr, parce qu'en plus il devrait y avoir quand même quelques départs peut-être au milieu de terrain. Ouais, il devrait y en avoir au moins un parce qu'il y a un petit qui s'appelle Hugo Ragoubert qui joue à Dunkerque, qui est exceptionnel, qui doit intégrer le milieu. Donc là, ça fera déjà. Là, on a déjà beaucoup de milieux pour un milieu à 2, voire à 3. Et si tu rajoutes un sixième homme, il faut que ça bouge. Donc on verra bien. Ce sera sûrement un vétéran qui partira, sûrement un des deux, André Gomez. Mais, euh, mais au moins, c'est un secteur de jeu où on sait qu'on a du présent et de l'avenir. Comme tu l'as dit, là, c'était Ouais. très vieux, mais il y a eu des matchs où c'était très jeune. Hein. Bouhaddi et Moukao ont déjà joué plusieurs fois ensemble, même en Ligue des Champions. Donc, enfin, Bouhaddi a fait son anniversaire, son 17e anniversaire contre le Real Madrid. Donc, Non mais c'est fou. donc, il y a de la jeunesse et de l'expérience, et c'est un secteur de jeu où c'est vrai qu'on a beaucoup de qualité. C'est fou, ouais. C'est fou de pouvoir voir ces mecs-là sur le banc. Boadi est blessé là? En fait, c'est un peu de la gestion et il est un peu moins bien aussi en ce moment. Mais Ok. c'est parce que en fait, ils veulent pas trop l'exposer. L'année dernière, c'était la découverte, les Ouais. débuts. Il apprenait avec la Conference League, quelques entrées par-ci par-là en Ligue 1. Et là, il a enchaîné. Et en fait, vu franchement, il est impressionnant, donc il l'a mis sur les gros matchs Ok. pour qu'il puisse aussi apprendre, etc. Mais il peut pas le faire jouer trop longtemps parce qu'en plus, il y aura l'Euro Espoir Cet été, cet ouais. été. Et ce qui fait que le mec, s'il fait une saison de juillet à juillet, t'as le risque un peu de le cramer, un peu comme le Warren Zaïre Emery du PSG, où la première saison, ils l'ont tellement fait enchaîner qu'il s'est blessé et c'est un peu Hmm. plus compliqué aujourd'hui. Donc le but, c'est d'avoir une gestion saine et sereine, tout en pouvant le ménager, le faisant jouer de temps en temps. Et puis là, ça permet aussi à André Gomez de revenir, donc c'est pas plus mal, même s'il a une petite gêne au genou. Genesio a dit qu'il avait une petite gêne au genou, mais c'est pas mal pour Amiens finalement. Faut qu'il se repose un peu. Et puis, Ok. de toute façon, il a grappillé déjà pas mal de minutes. Il faut que sa progression soit linéaire. En tout cas, Lille est un club qui peut se permettre de faire ça avec ses jeunes. Il n'y a pas la pression de faut le faire jouer pour le vendre dès cet été ou quoi que ce soit. Donc, le but, c'est qu'il progresse tranquillement. Ouais, c'est quand même fou de se dire qu'un jeune de 17 ans est ménagé parce qu'il a déjà joué beaucoup de matchs et qu'il va encore en jouer beaucoup et que c'est lui qui est titulaire sur les grands matchs contre le Real, etc. C'est quand même Faut fou pas et brûler les étapes, quoi. c'est ça. Mais c'est quand même une force du club, du staff, de savoir dire stop, de savoir dire non à un joueur de 17 ans qui lui doit avoir les crocs pour jouer le plus de matchs possible à son âge, à mon avis. De pouvoir dire stop à ce genre de joueur, c'est quand même, voilà, c'est quand même aussi signe d'un staff qui sait se faire respecter, etc. Donc honnêtement, c'est très positif pour vous et évidemment, on vous souhaite que Boadi reste au moins une saison encore pour pourquoi pas la Ligue des Champions. Parlons un petit peu de la GIA maintenant. Liconé, si tu veux démarrer avec les performances individuelles, euh, j'avoue que moi j'ai eu quand même du mal à noter une performance que je trouvais vraiment bonne côté OCR. Bah, moi, le seul top que je retiens, enfin, pour moi, qui a fait un beau match sur ce match-là, c'est Léon. Parce que Ouais, il sort quand même des grosses parades. Après, il en prend trois, mais bon, j'ai envie de te dire, la défense l'aide pas non plus. Donc en top, moi, je mettrais Léon, et pour moi, c'est le seul. Même si mention honorable pour l'entrée de Yohan Cissé, que j'ai vraiment bien aimé. Après, en flop, Gaëtan Perrin. Parce que je trouve que voilà, c'est censé être le leader offensif, sachant que d'autant plus on a Ahmed Junior Traoré qui est blessé, donc c'est un peu sur lui que tout repose. exactement. Akpa aussi. Alors après, vu qu'il était incertain, bon, on va pas lui tirer dessus, mais force est de constater que sur ce match-là, moi je l'ai pas trouvé bon du tout. Euh, voilà, Sina aussi, j'étais un petit peu déçu parce que en fait, c'est un joueur frustrant parce que tu sens qu'il est capable de faire des différences et à chaque fois dans l'avant ou dans le dernier geste, putain, mais il joue simple sur quand on se fait contrer sur le deuxième but, il prend le ballon, il l'emmène, il se crée des bonnes. Enfin voilà, il emmène bien le ballon, il perd le ballon, il saute, il s'énerve tout seul, on se fait contrer but.
Donc c'est rageant. Même Ber, ben, je l'aime beaucoup, mais c'est décevant. Après, il a pas été beaucoup servi. Je suis même pas sûr qu'il ait eu l'opportunité de tirer au but. Donc voilà pour mes top et flop. Ouais, c'est vrai que Baer, il a quasiment rien eu. Il aurait pu en avoir une sur un beau centre de Mensa. Et finalement, Diakité la sort au tout dernier Ouais, moment, juste devant lui. Alors que vraiment, pour le coup, il avait pris la position préférentielle sur Alexandro, je pense. Et Diakité, finalement, qui met son pied. Donc, c'est vrai que Baer n'a pas eu grand-chose. Adrien, côté Auxerre, les joueurs un peu qui t'ont plu ou moins plu. Alors déjà, je voudrais revenir sur un truc. T'as dit beau centre et Mensa dans la même phrase. Ça m'a. On n'en voit pas souvent, mais bon, voilà, faut le noter quand il y en a. Voilà, je vais pas rajouter Paul Joly là-dedans, mais enfin bref. Pour les tops, bah, comme il connaît, c'est compliqué là, de dire un top. C'est vrai que Léon fait un très bon match en vrai. Il en prend 3, mais on va dire qu'il peut pas faire grand-chose sur les 3. Ouais, Léon. Sinon, j'ai bien aimé, on va dire, Matondo, même si ça reste compliqué pour lui de débuter comme ça, de jouer autant pour ses premières minutes en pro finalement. Et puis pour les flops, j'en aurais beaucoup à mettre, mais je vais essayer d'être concis. Je dirais Pélissier, pour sa gestion déjà, qui maintient Akpa, il maintient la défense à 5 beaucoup trop longtemps. Ouais, c'est ça, ouais, sa gestion du groupe, sa gestion du match finalement, qui est pas exceptionnelle, on va dire. Et sinon, Dioussé, Mensa, que je rajoute, qui sont de moins en moins bons. Mensa, on sent qu'il a un peu sûrement des idées d'ailleurs, et puis c'est comme à chaque fois, il est bon que quand il y a des matchs du Ghana, quoi, finalement. Donc c'est très frustrant, parce qu'on sait qu'il est excellent, quoi. Mais voilà. Ouais, je suis d'accord pour Mensa. Il choisit ses matchs. Et c'est ça qui est assez rageant. Et, euh, Et oui, c'est ça qui est assez rare, parce on connaît les qualités qu'il a aussi bien techniquement pour ressortir le ballon, etc. Mais même derrière, on sait que c'est un guerrier, que c'est un battant et que sur certains matchs, il va tout faire pour que son vis-à-vis ne passe absolument pas. Donc Ah, c'est vrai que son c'est... match au Vel est exceptionnel. Oui, son match au Vélodrome, même son match retour contre Marseille, sa double confrontation, quoique, c'est est-ce que contre... bref, mais en tout cas, son match au Vélodrome est, tout simplement exceptionnel. Léon, c'est vrai que Léon, en soi, alors peut-être sur le premier, mais c'est difficile parce que Meunier a vraiment tout le but. Sur le deuxième, bon, bah, la frappe, difficile de faire grand-chose. Et le troisième but, le pire, c'est qu'il le sort, hein. C'est sur un espèce de phase de ping-pong, un peu flipper, où finalement ça revient dans les pieds de David, mais il sort le face-à-face, Léon. Donc bon, c'est vrai qu'il fait son match et bon, on pourra que saluer sa saison. Et pour ceux qui me suivent assidûment sur Twitter, vous savez que j'étais vraiment pas satisfait ou convaincu en tout cas du choix Léon en début de saison, mais je ne peux que saluer le joueur ainsi que le staff parce que la saison est réussie. Euh, Mensa, c'est vrai. Vas-y, dis-moi, Adrien. Ah non, Raph, vas-y. Je Je crois que... peux me permettre justement une question gardien. Ouais, ouais, vas-y. Parce que bon, son remplaçant nous avait quand même bien dégoûté au match aller. Euh, mais moi, j'ai le souvenir qu'il y a 2 ans, quand vous étiez en Ligue 1, Léon avait été grandement contesté. C'était Radou, je crois, qui était arrivé en prêt à l'époque. Ouais, tout à Euh, fait. Qu'est-ce qui a fait la bascule pour que Léon devienne titulaire cette année et qu'il prenne en épaisseur? C'est quand même un des meilleurs gardiens de Ligue 1, je trouve, cette saison. Ouais, Je ouais, crois je que suis dans les d'accord. notes de l'équipe, il doit être dans le top 5. Et je le trouve vraiment impressionnant sur un peu toutes les phases de jeu, même, j'allais dire presque même à la relance, même s'il n'a pas eu beaucoup de choses à faire dimanche. Mais non, je trouve qu'il est très complet. Et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Comment expliquer cette... Est-ce que c'est juste de la confiance et pourquoi il est devenu numéro 1 incontestable presque? Ouais, ouais, je suis d'accord. L'icône Adrien, je me permets de répondre, mais surtout si je me trompe, les gars, vous m'interrompez, hein. Brièvement, en fait, sur la première saison de Ligue 1, il y a 2 ans, on prend Benoît Costil à l'été pour passer devant Dono Léon. On voit directement le mercenaire, le mec qui décide de partir à l'hiver parce qu'il dit qu'il prend trop de buts. Et il vient chez nous en plus. Il vient chez vous en Il doublure. part à Lille en plus, ouais. Ouais, Mm. pour battre Euh, les Chevaliers. Il prend donc, 3-5-0 quoi chez nous, c'est pas mal. Ravi donc, de vous raviver des bons souvenirs en tout cas. donc voilà, et Léon est complètement mis de côté entre guillemets, c'est-à-dire que Yonou Radou arrive en prêt de l'Inter, il me semble qu'il arrive un jeudi ou un vendredi, et on joue un match de Coupe de France le
samedi peut-être ou un truc comme ça contre à Dunkerque, je m'en rappelle. Radou était là depuis 24 ou 48 heures et c'est lui qui est mis titulaire dans les cages sur une Coupe de France. Donc là vraiment le message est envoyé. Léon est numéro 2, Radou numéro 1 et Léon jouera pas. Radou repart en prêt et du coup bah logiquement c'est Léon qui est maintenu en Ligue 2 parce que la saison où on monte et les saisons précédentes il était titulaire et en fait, Léon, ce qui est impressionnant cette saison, c'est qu'il arrive à gommer ses plus gros défauts, à savoir les duels aériens, les sorties dans les pieds, comme tu l'as dit, la relance aussi, où c'était quand même un gros défaut pour lui. Et puis, c'est vraiment, même sur sa ligne, où il pouvait sortir des arrêts réflexes exceptionnels, mais pourrir le match avec une sortie sur un centre totalement aléatoire, il loupe le ballon, un mec au second poteau qui met la tête. Voilà, on a vraiment perdu beaucoup de points avec lui. La saison dernière, il avait commencé à gommer certaines choses, mais en nous coûtant encore pardon, quelques points. Et son sujet était vraiment, vraiment divisé au sein de la commu. Et même, je pense, pour le staff, ça n'a pas été facile. Il faut savoir que le staff gardien, c'est Olivier Lagarde, notre entraîneur des gardiens. Je pense qu'il met beaucoup, beaucoup d'importance sur l'aspect groupe, sur l'aspect mental, sur l'aspect psychologique. Et je pense que ça aurait vraiment miné Léon de repartir pour une saison numéro 2. Il y a donc eu le choix de le maintenir et alors il est pas du tout exempt de tout reproche sur les 5-6 premiers matchs de la saison, je dirais. Je vois contre Nantes un but qu'il prend sur Ouais. Simon, une frappe anodine où finalement la main molle et Ouais. puis le La but qui claquette. passe, enfin voilà. Et puis finalement, bah, petit à petit, au fil où en fait l'équipe a évolué et ça a été assez exponentiel en fait. Ça a été beaucoup plus rapide que le collectif. Quand le collectif a été mieux, finalement sur la phase où on gagne 4-5 matchs de suite, on gagne Marseille au Vélodrome, etc. Léon est irréprochable ou quasiment. Et depuis, il y a beaucoup de matchs où quand même c'est lui qui maintient l'équipe. Je pense qu'il y a une histoire de confiance, comme tu l'as dit, Raph, parce que bah, il a été maintenu malgré les matchs compliqués. Ensuite, il s'est blessé. Il a été maintenu directement alors que De Persin fait un super match contre Lille. Mais voilà, Léon a été directement remis dans la cage. Et voilà, cette histoire de confiance. Et en plus, cette confiance aussi prise par les super bonnes performances de week-end en week-end. Maintenant, il n'y a plus un week-end finalement où on tombe sur Léon, alors que la saison dernière, il y avait sur chaque match, vraiment sur chaque match, il y avait ce petit truc qui fait que. Alors, je pense que cette saison, il y a aussi quand même la défense à 5 et le fait qu'il y a certaines situations où moi, enfin, j'arrive à voir sur certaines situations où, par exemple, les placements sont assez aléatoires, où le ballon va être très excentré sur la surface, il va sortir d'un coup et mettre beaucoup de temps à revenir dans sa cage, mais finalement, ça lui est beaucoup moins préjudiciable cette saison, et du coup, ça fait que le constat est bien meilleur. Donc, bah oui, je crois que sur les notes l'équipe, alors est-ce que les notes l'équipe sont réellement une référence? Je ne sais pas, mais je crois que c'est le quatrième ou cinquième meilleur gardien à la moyenne de la saison. Il sort des matchs exceptionnels contre Paris, où il finit avec 10, je crois, dans l'équipe notamment. Donc il fait un match exceptionnel contre Paris. Voilà, les gars, Adrien Liconé, si vous voulez rajouter quelque chose, mais je crois que c'est un bon topo sur Dono quand Oui. même. Dans l'ensemble, ouais, t'as quasiment tout dit, mais ouais, moi je me souviens lors de la saison de la première montée, en 2021, si je ne me trompe pas, 21-22, je sais plus. 21-22, ouais. 21, Ouais. ouais, 21-22. On finit troisième, on joue les barrages, et parce qu'ils nous coûtent énormément de points. Moi, j'ai plus la stat exacte, mais je crois qu'il concède au moins 5 pénaltys. C'est à chaque fois. C'est un excellent gardien sur le papier, il a de très bons réflexes, etc. Mais des fois, il débranche son cerveau. Il va aller sortir en dehors de sa surface, arracher un mec, et puis voilà, il va repartir. C'est lunaire. Ou comme tu as dit, il va oublier un attaquant, il va partir. C'est lunaire. Et comme tu as dit, il a gommé ses défauts, même son jeu au pied s'améliore. C'est beaucoup plus propre. Cette saison, j'ai l'impression d'avoir un nouveau gardien presque. C'est comme si on a eu une arrivée et il est excellent. Pour le coup, sa lecture du jeu est meilleure. Il s'est grandement amélioré sur plein de points. Ouais, ouais, C'était c'était 22-23 la saison, il me semble. La saison où on est en Ligue 1, c'est 22-23, mais la saison où on monte, c'est 21-22, je croix. Je crois que c'est ça. Il me Ah oui, semble. pardon, vous parlez de la Ouais, saison Ligue 2. Ouais. Ok. ouais, il me semble que c'est. Bah oui, il me semble que c'est ça, ouais. Il me semble que c'est ça. C'est vrai que dans le chat, ça parle beaucoup de Costil, et c'est vrai, à juste titre, si Alco le dit dans le chat,
C'est vrai qu'au style, l'équipe mettait pas un pied devant l'autre et ça n'a pas aidé. Après, il était, voilà, quand même, c'était très compliqué pour lui. On sentait mentalement, il était, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il quitte la GIA pour aller au LOSC, où il sait qu'il va beaucoup moins jouer. Mais parce que mentalement, en fait, il était cramé et Pellissier, oui, c'était déjà Pellissier à ce moment-là qui l'avait protégé au moment de son départ un petit peu pour pas dévoiler, mais on avait tous compris que c'est lui qui avait demandé son départ parce que psychologiquement, il n'arrivait pas à résister aux nombreux buts concédés, quoi. Et il sortait d'une saison quand même avec Bordeaux où plus de 90 buts encaissés, je crois, sur la saison. C'était assez dingue. C'était assez dingue. Messieurs, ouais, j'ai mis une petite ligne en plus dans le programme et la fin de saison brièvement. Brièvement, Liconé, si tu veux nous en parler un petit peu. Il reste 4 matchs. On l'a dit, on n'a plus grand-chose à jouer. Euh, S'il y avait s'il y avait des choses à tenter sur cette fin de saison, c'est vrai qu'on a parlé de Yohan Cissé par exemple. Est-ce que toi tu lui donnerais une titularisation à Yohan Cissé, à Rudy Matondo sur cette fin de saison? Ouais, ouais, carrément. Même, bah, juste pour revenir 30 secondes sur Léon, il y a aussi une stat qui est folle, c'est cette saison, il a fait 2 passes D. Oui, Alors c'est qu'on vrai. se rappelle que son jeu, même moi je pense Lyon c'est surtout mental parce qu'on le voyait capable de faire des exploits que sur sa ligne il avait quand même des sacrés réflexes et moi je pense que mentalement il a beaucoup progressé là-dessus. Mais ouais pour c'est quoi 3 4 matchs qui restent 4 4, ouais. 4 déjà Mensa c'est rideau c'est sur le banc pareil là-dessus Pellissier je lui en veux un peu parce que on a été prendre Upgard qui était titulaire je sais plus contre qui et il avait plutôt fait un bon match et le match d'après tu remets direct Mensa d'autant que Mensa bah voilà quoi c'est pas l'assurance touriste là sur les derniers matchs c'est vraiment très compliqué voire catastrophique. Moi, fin de saison, je mettrais bien Upegard titulaire. Et puis, ouais, Matondo, si c'est. Alors, pas les deux d'un coup, Non, évidemment, non. mais peut-être pas forcément titulaire, mais leur donner au moins du temps de jeu, voir ce que ça peut donner. Ça pourra peut-être nous éviter aussi d'aller chercher un autre joueur au milieu de terrain. Si on a ce qu'il faut au centre aussi, faut s'appuyer dessus. Et j'aimerais bien surtout aussi que devant, on trouve une animation offensive et que même si Traoré sera sûrement blessé jusqu'à la fin de saison, qu'on trouve des automatismes, qui se passe quelque chose devant parce que c'est quand même très très compliqué. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. On a Dopsy dans le chat qui nous dit après, je pense qu'il faut aussi mettre en valeur pour vendre. Adrien, tu vois ça? Est-ce que selon toi, on devrait, sur les 4 prochains matchs, essayer, pourquoi pas, essayer d'autres choses, faire avec les gars avec qui on est quasiment sûr de pouvoir continuer la saison prochaine? Après, on ne sait pas exactement ce qui se passe en interne, mais voilà, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu lancerais des jeunes? Mensa, par exemple, qui aura des opportunités, est-ce que tu placeras un peu garde devant lui? Devant, bah, on sait qu'il y a Onaiwu qui devrait partir. Est-ce qu'on continue à lui donner du temps de jeu? Voilà, c'est tout plein de questionnements sur la fin de Ah, saison. je pense que la personne dans le chat a raison. Malheureusement, Pellissier, je pense qu'il doit être un peu forcé à faire jouer certains mecs pour leur donner du temps de jeu pour pouvoir les vendre. Donc Mensa, Onayu, probablement Akpa, on a eu plusieurs rumeurs sur lui. On sait qu'il va très probablement partir cet été. Il y a une grosse cote en Allemagne et en Angleterre. On verra ce que ça donne honnêtement. Après, Sinon, ouais, Akpa, si je peux ouais. me permettre, Akpa, c'est une grosse décote hein, qu'il a pris ce week-end. Oh, bah, on est bien d'accord là-dessus, mais on sait qu'il a ses limites. Pour Oui. moi, il devrait faire encore une saison pour confirmer, parce que là, vraiment, il débute au très très haut niveau. Faudrait qu'il confirme encore avec une saison, mais je pense il s'en ira quand même. On verra bien, mais voilà. Sinon, je suis d'accord avec l'Iconé, faudrait tenter des jeunes. Moi, je serais carrément partant de mettre Muzungu titulaire contre Le Havre ou Nantes sur des matchs entre guillemets plus abordables, où par exemple Nantes n'aura plus rien à jouer non plus. Ouais. Pourquoi pas le tenter? C'est un central très très grand qui est gaucher. Je me dis qu'à la place d'Ekpa, ça peut être pas mal. Pareil, Danois, Cissé, Matondo, faut les titulariser à un moment ou un autre, surtout quand on voit Dioussé ou même Massengo en soi, qui a pas été exceptionnel là, contre Lille. Et devant, ouais, je suis d'accord, faudrait même carrément penser à mettre Zossou, qui a un bon ailier percutant. Il peut faire la différence contre des latéraux un peu fatigués, type Meunier. Enfin bref. Ouais, surtout que je trouve que Zosu, il a un profil vraiment intéressant qu'on n'a pas.
cet ailier très percutant, très vif, etc. Même dribbleur, je pense qu'il a ce fond un peu dribbleur. On l'a pas vraiment. Il y a juste ouais, par exemple, pour Massengo, c'est vrai que c'est bien de l'avoir cité. Aujourd'hui, dans la situation telle qu'elle est, je sais pas ce qui se passe en interne, mais si le questionnement est sur la table, aujourd'hui, avec ce que montre Massengo, est-ce que l'option d'achat elle est élevée à 3 millions? Honnêtement, je suis pas sûr. Ah, ça, on est bien d'accord. Les rumeurs disent qu'on lève l'option d'achat uniquement s'il y a un départ au milieu de terrain. Ce qui est logique en soi, parce que c'est quand Ouais. même un beau billet pour nous, la JA. Donc on verra ce que ça donne, hein, mais c'est pas sûr qu'on lève l'option achat du coup. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et là, enfin, ouais, c'est vrai que vu ce qu'on a vu de Massengo, ça va, honnêtement, je pense que c'est conditionné effectivement à un départ et pas à n'importe quel prix. Je suis pas sûr que si Jussé partait pour une poignée de cacahuètes, je suis pas sûr que ça motiverait quand même encore à lever. Après, effectivement, si Donois il part pour 25 millions, je pense qu'on pourrait mettre 3 sur Massengo. Messieurs, on va passer brièvement. Je sais pas si l'un de vous veut rajouter. C'est quoi votre calendrier pour les 4 derniers matchs? Alors là, on se déplace à Lens, justement, on va pouvoir pronostiquer Ouais. le résultat, allez-y dans le chat. Ça, Et ça fera ensuite, 0-4 pour Auxerre. Enfin, 4-0 pour Auxerre. Parfait. on reçoit Nantes, Le Havre, je sais pas exactement dans quel ordre, je crois que c'est Le Havre-Nantes. Mais Euh, donc, 2 candidats au maintien, quand même. Enfin, Ouais. ils sont dans la lutte, hein, donc ça va être ils compliqué. Et sont ensuite, encore, on reçoit, enfin non, on se déplace sur la pelouse du champion on se pour la déplace au dernière Parc des journée. Princes pour la Facile. dernière. Facile. Bah, en vrai, aucune des deux équipes n'aura quelque chose à jouer. Pourquoi pas aller chercher Oui. un match un peu symbolique à Paris, surtout que Paris va sûrement faire tourner. J'ai vu ce week-end contre Le Havre, Ibrahim Mbaye, il me semble qu'a joué. Enfin voilà, on sait qu'il y a des jeunes comme ça qui joueront côté Paris. Surtout s'il y a quelque chose à jouer en Europe. Euh, on verra. Au moins, on finirait la saison avec un trophée, quoi. Bon, pas pour nous, mais C'est vrai. Briser la série d'invincibilité parisienne, ce serait exceptionnel en fin de saison comme ça. Ce serait fou, ce serait fou et d'ailleurs je pense que chaque club, les 5 prochains, parce que je crois que Nantes rattrape Ouais, la je vous demande journée de demain. Ouais, demain Nantes aussi, ouais. contre Paris, mais les 5 clubs qui jouent encore Paris, je pense que il y a vraiment un petit peu ce truc, en tout cas, je vois sur les réseaux sociaux, il y a un peu ce truc de Paris nous attend pour briser sa série d'invincibilité, etc. Même si Paris, comme le dit Sialco dans le chat, vise la saison invaincue, Lucien Riquet l'avait dit en conférence de presse, donc je pense qu'ils vont quand même pas lâcher grand-chose, pardon, en championnat. Messieurs, passons à l'instant prono. Je sais pas, Adrien, si tu veux démarrer, c'est vrai que t'es dans l'alignement après moi sur la set de live. Si tu veux démarrer, ce déplacement à Lens, ça va pas être facile, mais c'est pareil, Lens qui a plus rien à jouer, hein, parce que ça va être très compliqué là. Ils sont à 6 points de Strasbourg et je les vois honnêtement pas rattraper le wagon. Rattraper 6 points en 4 journées sur des équipes en ont quand même 50, donc qui n'en ont pas perdu non plus tant que ça. Je connais pas exactement les calendriers des équipes en Europe, mais bon, enfin, honnêtement, je vois mal Lens rattraper le wagon. Qu'est-ce que tu nous vois faire à Bollaert? ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je les vois pas rattraper 6 points en 4 journées. C'est compliqué, à moins qu'une Ouais, équipe de devant s'écroule. Ça m'étonnerait. Personnellement, je serai à Bollaert la semaine prochaine. trop Donc bien. j'espère voir du football. Je vais entendre les corons. Waouh! Fou en vrai. En Pas vrai, je pense ouf. que. Attention, je vais tourner la perche là. Sinon, j'espère qu'on fera un résultat. Enfin, Lens, malgré leur victoire, on va dire un peu étriquée contre Brest, ça c'est très très mal fini d'ailleurs pour les supporters, ce qu'on a pu voir. L'arbitrage a aussi fait parler, tout comme le derby d'hier soir. Donc on verra, j'espère qu'on pourra accrocher une victoire. Je me prononcerai pas sur un score, mais j'espère une victoire. Ouais, ce serait bien, honnêtement, une victoire à Bollaert, moi je prends. Et en tout cas, on te souhaite un très bon déplacement, Adrien, dans ce beau stade qui est le stade Bollaert. Et c'est vrai que Lens, c'est pas impressionnant, hein. Même à la Baie des Champs, ils avaient vraiment pas été impressionnants. Il me semble qu'on peut prendre le match. On peut prendre le match. Et c'est vrai que Lens, cette saison, c'est quand même plus une saison de transition, etc. Où on voit quand même un schéma Will Steele qui a eu du mal à se mettre en place avec des joueurs qui performent un petit peu moins que les saisons précédentes. Euh, voilà, Lyconnais, si tu veux nous donner ton prono pour ce déplacement à Bollaert et le match contre Lens. Et bah, je vais me mouiller. Alors, moi aussi, je fais le déplacement à Bollaert. Oh, mais trop bien.
Ah, mais Et d'accord. moi, je vais me mouiller. Je vois bien une victoire parce que, alors, contre Brest, j'ai pas tout vu. Je crois que j'ai vu que la première mi-temps, il me semble. Et Lens, je les ai pas trouvés aussi foufou que ça. Donc, moi, je pense que là-haut, il y a moyen d'aller chercher un résultat, d'aller chercher une victoire et enclencher une dynamique pour finir voilà, la saison de manière positive. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas gagné aussi. Ce serait bien de revoir les Auxerrois gagner. Donc, je vais me mouiller. Moi, je vois une victoire, allez, on va dire 2-1, Bon, moi, je prends, hein. Franchement, une doublé de victoire. Théo Vert. Ah, ce serait beau pour justement sur la dynamique qu'elle s'enclenche aussi pour lui sur cette fin de saison qui valide sa place de titulaire pour la saison prochaine. Raph, pour vous, déplacement à Angers, stade Raymond Kopa bien moins ambiancé que le stade Bollaert. Non, j'arrête. Victoire obligatoire, là, Raph. Ouais, bah, de toute façon, grâce à vous, enfin, grâce à vous, il y a ce week-end de matchs encore assez serrés et fous. Saint-Etienne nous met plutôt bien, c'est les erreurs d'arbitrage aussi. Euh, on est dans une situation où si on gagne tous nos matchs, on est dans le pire des cas troisième, puisqu'on doit encore jouer Marseille et que si on bat Marseille, on passe devant. Donc l'objectif, c'est simple, c'est de tout gagner. Après, je pense que ce ne sera pas le cas parce qu'on est une équipe quand même habituée à avoir des petits trous à certains moments et je pense que ce sera encore le cas. Et à Angers, on a quand même des mauvais souvenirs. La dernière fois qu'on allait là-bas, Nabil Bentaleb nous avait mis la sauce. On avait perdu 1-0. Donc, donc je pense que tous les matchs seront compliqués. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui sont un peu fatiguées, tout est éreinté. Et ça se joue au mental finalement parfois. Et Angers, je dois jouer sa survie. Donc à voir. J'espère une victoire. On espère tous. Et de toute façon, enfin, là où on en est, on prend même des victoires 1-0. Donc 1-0, ça m'ira très bien. Ouais, ouais, de toute façon, dans tous les cas, 3 points, c'est un bon résultat, hein, C'est ça. qu'il y ait la manière ou pas, honnêtement. Et du coup, pour la GIA, victoire 4-0, c'est ça que tu as pronostiqué? Non, alors je pense pas que ce sera ça. Déjà, profitez bien parce que c'est un beau stade. C'est un beau stade avec une ambiance un peu moins bonne qu'avant, mais qui est quand même très, très solide. Et puis, mangez bien une petite. Enfin, allez à la baraque à frites, quoi. Amusez-vous, visitez un peu. C'est l'occasion, c'est l'occasion. Bah Prenez écoute, une. Putain, j'ai pas le. Pourquoi j'ai pas. Une une fricadelle, putain, fricadelle. J'avais plus le mot, alors que j'habite là, mais Non, bah, profitez bien en tout cas de ce déplacement, c'est quand même un stade un peu emblématique. Et puis non, je pense que ce sera un match accroché, le 2-1 j'aime bien, c'est un score intéressant. Lens est une équipe joueuse, pas très efficace, mais joueuse malgré tout. Donc, le style, moi j'aime beaucoup le style, même s'il y a eu des fois où c'était plutôt la bagarre avant de jouer au foot, mais pourquoi pas. Et je pense que ce sera un match plaisant, en tout cas entre des équipes qui ont encore envie. Lens, ça n'a peut-être plus rien à jouer, je ne les vois pas non plus aller en Europe, mais en tout cas, eux, ils y pensent encore. Ils en ont encore envie, donc non, mais c'est un pour, objectif fou dans un coin de la tête. pour le match en tant que tel, c'est bien. Ça veut dire qu'au moins Lens va jouer le coup à fond. Et Oui, clairement. vu ce que dit Pellissier en conférence de presse, la GIA va aussi le jouer à fond, puisque ça embête le staff d'avoir autant d'absents et de pas pouvoir jouer les matchs à fond et de pas pouvoir compter sur tout le monde pour cette fin de saison. Moi, pour mon prono, ben ouais, franchement, 2-1, 2-1, j'aime bien 1-0, mais je nous vois mal faire un clean sheet quand même face à cette équipe lensoise. Je pense qu'on va quand même subir un match compliqué avec le schéma habituel. On aura assez peu le ballon, mais je vois quand même cette équipe passer friable entre guillemets, sans manquer de respect sur les transitions offensives, enfin sur les transitions défensives du coup pour eux, offensives pour nous. Donc je nous vois quand même marquer. 2-1, ouais, c'est un bon résultat. Dans tous les cas, un résultat positif sera de toute façon un bon résultat à Bollaert. Je crois que en cas le prochain point qu'on prend, je crois, est synonyme de maintien assuré mathématiquement. Donc voilà, symboliquement, ce serait bien de le prendre le week-end prochain, histoire d'être vraiment très à l'aise et de ne pas trop subir cette fin de saison la pression, bien que j'imagine que on ne la subira assez peu grâce à tous les efforts faits cette saison. Messieurs, Finalement, il y a merci. de gros enjeux dans cette rencontre. Oh là là, c'est fou, c'est fou. Bah après, si on avait un Lensois, il nous dirait qu'il y a de gros enjeux parce qu'ils cherchent encore, enfin ils veulent encore l'Europe. On verra bien. On verra bien. Messieurs, en tout cas, je vous remercie sincèrement pour cette émission. C'était un plaisir, très très grand plaisir
de partager cette émission avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine. C'était un plaisir aussi dans le chat de vous retrouver. Ça faisait 15 jours d'absence et c'est vrai que ça m'avait manqué, donc c'était cool de pouvoir le faire malgré la défaite. Vous étiez assez nombreux pour un soir de débrief de défaite. Donc merci à vous, ça fait toujours plaisir de vous avoir. Et puis bah, on vivra la fin de saison ensemble, l'intersaison ensemble. Je vous lâcherai pas pendant l'intersaison, je sais pas exactement encore ce qui se passera, mais je sais qu'il se passera beaucoup de choses dans cette intersaison. Il y a des contenus qui vous avaient bien plu l'été dernier, donc voilà, je compte recommencer. En tout cas, je vous souhaite à tous, bah, à tous ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances, parce que chez nous, c'est les vacances. Pour ceux qui ne le sont pas, eh ben, je vous souhaite bien, bien du courage. Je vous souhaite bien du courage. En tout cas, bonne semaine à tous. Et puis, on se retrouve le week-end prochain pour débriefer bah, la victoire 4-0. En tout cas, c'est Raph qui nous l'a dit contre le Racing. Messieurs, Adrien, Liconé, profitez bien de votre déplacement. On se recapte bientôt. Et puis, Raph, eh ben, écoute, pour la saison prochaine, on garde le contact. Ce sera avec plaisir que je te réinviterai dans l'émission. Merci à vous les gars dans le chat également. L'émission sera dispo dès demain sur les différentes plateformes. Et puis ben voilà, allez la JA et puis bonne fin de soirée à tous. Ciao!